Je m'appelle Avri Kran, et j'avais 34 ans, la semaine où toute ma famille a décidé que je les avais volés. Mes grands-parents sont morts un mardi, dans un petit avion, qui n'a jamais atteint le mariage auquel ils se rendaient. Je l'ai appris par mon frère, Trevor, qui s'est enquis du testament, avant même de me demander si j'allais bien. 6 jours plus tard, leur avocat l'a lu à haute voix, et toutes les têtes dans cette pièce se sont tournées, pour me regarder comme si j'étais une voleuse. Je pensais que les funérailles seraient la partie la plus difficile. Puis, ils sont venus à la maison avec un camion de déménagement, et un homme que je n'avais jamais vu, et j'ai compris que l'enterrement n'avait été que le commencement. Ce que j'avais discrètement fait, 2 jours avant l'arrivée de ce camion, est la seule raison pour laquelle je peux vous raconter cela, si calmement aujourd'hui. Il était un peu plus de 7 heures, lorsque le téléphone a sonné, et l'horloge a remonté dans mon couloir, continuait de faire entendre son tic-tac lent et patient. J'ai failli laisser le répondeur prendre l'appel. Trevor ne m'appelait jamais. Nous nous envoyions des messages, 2 fois par an, pour nos anniversaires. De la même manière que vous saluez de la main, un voisin que vous n'appréciez pas. J'ai donc décroché, et sa voix semblait anormale, plate et précipitée. Ce sont grand-mère et grand-père, a-t-il dit. Leur avion s'est écrasé près d'Asheville. Je me suis assise par terre. Je me souviens du froid des lattes de parquet à travers mon jean, et de l'horloge qui égrenait des secondes, que je ne pouvais pas ressentir. Ils se rendaient au mariage d'un ami, un couple qu'ils connaissaient depuis 50 ans. J'ai demandé s'il y avait des survivants. Il a répondu que non. Puis, avant que je ne puisse reprendre mon souffle, avant même que l'un de nous n'ait prononcé un seul mot tendre, à propos des 2 personnes qui avaient encadré la moitié de mon enfance, mon frère a posé la question, qui m'a tout révélé. Dis, a-t-il demandé, sais-tu s'ils ont laissé un testament? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement écouté sa respiration, le tic-tac de l'horloge, et cet étrange espace vide, où le chagrin était censé se loger. Il l'a rempli à ma place. Il a déclaré que la famille s'occuperait de la succession tous ensemble. Il a prononcé cela, de la manière dont on dit une chose que l'on a déjà répétée. Je lui ai dit que je devais raccrocher. J'ai reposé le combiné, et je suis resté assis sur ce sol, pendant un long moment. Et, le seul son dans ma maison était celui de cette vieille horloge, celle que grand-père m'avait appris à remonter, quand j'avais 9 ans. Je ne pleurais pas encore. Je me demandais déjà, ce que ma famille avait bien pu comploter, du vivant de mes grands-parents. Le testament a été lu, lors d'un lundi grisâtre, dans le cabinet d'avocat de Walter Orin, 6 jours après l'accident. Walter avait 71 ans, se déplaçait lentement, avec une poignée de main semblable à un étau, et des yeux à qui rien n'échappait. Il avait servi avec mon grand-père, il y a toute une vie, dans une guerre dont aucun d'eux ne parlait. Toute la famille est venue vêtue de noir. Mon père, Gérald, s'est assis au premier rang, les bras croisés. Ma mère, Brenda, tamponnait des yeux qui restaient désespérément secs. Trevor agitait sa jambe nerveusement. Tante Carole, la sœur de ma mère, s'était installée une rangée plus loin, avec un bloc-notes juridique déjà ouvert, comme si elle était venue pour faire un inventaire, plutôt que pour faire son deuil. J'ai pris la chaise située tout au bout, comme je le faisais toujours lors des réunions familiales, près de la porte. Walter s'est raclé la gorge, et a mis ses lunettes. Il nous a remerciés d'être venus. Il a déclaré que Raymond et Joanne Kran avaient toujours été des personnes réfléchies, et que leur volonté était parfaitement claire. Puis, il a commencé sa lecture, et la pièce entière a retenu son souffle. Je m'attendais à ce que la maison revienne à mon père. Je m'attendais à ce que les économies soient partagées. Pour être honnête, je m'attendais à être mentionné quelque part, vers la fin du document. Un souvenir peut-être, l'horloge, si j'avais de la chance. Au lieu de cela, Walter a lu mon nom. Il l'a relu à nouveau, un paragraphe plus loin. Il n'arrêtait pas de le lire. J'ai senti l'air changer, bien avant de comprendre le sens de ses paroles. Le stylo de ma mère a cessé de gratter le papier. Mon père a décroisé les bras. La jambe de Trevor s'est immobilisée. Walter m'a regardé par-dessus ses lunettes, sans méchanceté aucune, puis il a baissé les yeux vers sa page, comme un homme qui savait pertinemment ce qu'il était sur le point de déclencher dans cette pièce. Ma mère a ri. Une note brève et aiguë, totalement dépourvue d'humour. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle lancé. Walter n'a pas levé les yeux. Il n'y a aucune erreur, a-t-il rétorqué. Walter a posé la feuille, et a croisé les mains.
Avery est l'unique héritière, a-t-il annoncé. L'ensemble du patrimoine lui revient intégralement. Il a laissé cette phrase flotter dans l'air. 40 millions d'euros. La maison sur le lac, les terres, ainsi que les comptes bancaires, dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Il a énoncé les chiffres sobrement, de la façon dont on lit des coordonnées, et la pièce s'est effondrée au ralenti, tout autour de moi. Mon père a prononcé mon prénom, comme on jette une malédiction. Ma mère a répété le mot unique à 3 reprises, comme si ce terme lui-même était brisé. Je n'ai rien dit. Je pensais aux étés passés, au ponton que j'avais réparé de mes propres mains à 14 ans, pendant que tous les autres étaient au club, à ma grand-mère qui m'apprenait à faire cuire un pain, qui ne levait jamais correctement, et à la façon dont elle en riait, à chaque fois. Walter a continué. Il a expliqué que le document avait été signé 2 ans plus tôt dans son bureau, en présence de 2 témoins, et que l'acte avait été enregistré en vidéo. Il a ajouté qu'il y avait une lettre du médecin, confirmant que mes grands-parents étaient sains d'esprit, le jour de la signature. Il l'a répété 2 fois, très lentement, et j'ai compris qu'il ne s'adressait pas à moi. Il s'adressait à l'Assemblée. Il construisait un mur devant moi, brique par brique, sous le regard de tous. Ensuite, il m'a regardé droit dans les yeux. Il y a également une lettre, a-t-il précisé. Écrite à la main, pour vous seul. Votre grand-mère a demandé à ce que vous la lisiez quand vous seriez prête, et pas avant. J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas confiance à ma propre voix. Derrière mon dos, je pouvais entendre ma mère et Carole chuchoter, rapidement et à voix basse. De la manière dont on murmure, quand on est déjà en train d'échafauder un plan. Mon père s'est levé, a boutonné son manteau, et est sorti, sans même un regard pour moi. La porte s'est refermée dans un claquement. L'horloge sur le mur de Walter a fait tic-tac, et j'ai réalisé que le chagrin que j'attendais de ressentir, allait devoir patienter. Il m'attendait sur le parking. Mon père se tenait près de son pick-up, la mâchoire crispée, et le ciel gris pesait lourdement sur nous tous. J'ai essayé de marcher vers ma voiture. Il s'est interposé devant moi. Cela aurait dû revenir à la famille, a-t-il craché. J'avais entendu les contours rugueux de cette phrase, tout au long de mon existence, mais jamais dans son intégralité. Jamais à voix haute. Je l'ai regardé. Je suis la famille, ai-je rétorqué. Le visage de mon père a pris une expression compliquée, puis, s'est fermé comme une porte. Il s'est détourné. C'était toujours sa réponse, face à toute vérité douloureuse, le détournement. Trevor s'est approché de lui, les mains dans les poches, avec cette posture affaissée et arrogante, qu'il arborait depuis l'adolescence. Tu n'habites même pas ici, Avery, a-t-il lâché. Tu n'y as pas vécu depuis 12 ans. Comme si une maison était une récompense, pour être resté suffisamment près pour la désirer. Et, dans son esprit, c'était peut-être déjà sa propriété. D'aussi loin que je m'en souvienne, la parenté avait toujours parlé de la maison du lac, comme devant revenir à Trevor, un jour. L'endroit où il élèverait ses enfants, un héritage sur lequel tout le monde s'était mis d'accord, sans jamais demander l'avis des 2 seules personnes, qui en étaient réellement propriétaires. Je ne lui ai pas répondu non plus. Il n'y avait rien à dire, qu'il soit prêt à entendre. Ma mère est apparue en dernier, et elle a fait la chose la plus effrayante qui soit. Elle s'est adoucie. Elle a posé sa main sur mon bras, et m'a regardé, avec des yeux humides et calculateurs. Nous sommes tous en deuil, ma chérie, a-t-elle susurré. Nous en reparlerons bientôt, quand tout le monde sera calmé. Sa voix était douce. Sa poigne, en revanche, ne l'était pas. J'avais passé 4 ans dans l'armée, à apprendre à décrypter, ce que les gens pensaient réellement derrière leurs paroles. Et, ce que ma mère voulait dire, était très simple. Elle n'avait pas abandonné. Elle avait simplement changé d'arme. Je suis monté dans ma voiture. Je suis resté assise un instant, à les observer tous les 3 se concerter dans le rétroviseur, les têtes rapprochées, mon père faisant des gestes, en direction du cabinet d'avocat. Ensuite, j'ai pris la route du lac, vers cette demeure qui était désormais la mienne, d'une manière ou d'une autre. Et, j'ai essayé de me rappeler, comment respirer. Je devrais vous dire qui je suis, car cela a son importance pour la suite. J'ai passé 12 ans dans l'armée, dont la majeure partie dans la logistique. Les gens entendent cela, et s'imaginent des porte-blocs, et ils n'ont pas tort. Mais, un porte-bloc dans le mauvais désert, c'est la différence entre des hommes qui mangent, et des hommes qui meurent de faim.
Mon travail consistait à m'assurer que les bonnes choses parviennent aux bonnes personnes, au bon moment, et à tout consigner par écrit, car, dans ce métier, la mémoire est la première chose qui vous trahit. Vous documentez, vous datez, et vous conservez le dossier. Après ma démobilisation, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris un petit appartement, à 20 minutes du lac, ainsi qu'un emploi de coordinatrice des approvisionnements, pour une coopérative agricole, et je suis resté dans mon coin. Je disais aux gens que je tenais à ma vie privée. La vérité était plus silencieuse, et bien pire. J'avais grandi en étant l'enfant de rechange, celle dont personne n'avait fait le déplacement pour voir la remise de diplôme, celle que mon père avait un jour présentée à un voisin, comme étant un autre invité, en riant comme si c'était une blague. Après avoir subi cela assez longtemps, vous apprenez à cesser de tendre la main vers des gens qui gardent les leurs dans le dos. J'ai donc construit une vie qui n'avait pas besoin d'eux. Le seul endroit où je m'étais jamais senti pleinement considéré, c'était la maison du lac, avec 2 personnes âgées, qui me posaient des questions sur ma journée, et qui attendaient véritablement la réponse. Grand-père me tendait une clé à molette. Grand-mère m'offrait une tranche chaude de ce pain terrible. Jamais, pas une seule fois, ils ne m'ont obligé à prouver que j'étais à ma place. Je m'étais dit, après les funérailles, que j'avais laissé cette famille derrière moi il y a des années, et que je ne ressentais plus rien. Le testament venait tout juste de prouver que ce n'était pas vraiment le cas. Vous ne pouvez pas laisser derrière vous des gens qui vivent encore gratuitement dans cette partie de vous, qui tressaillent de douleur. J'ai su cela, au moment même où la main de ma mère s'est resserrée sur mon bras. Il n'en avait pas fini avec moi. Et, je n'étais pas aussi éloigné que je l'avais prétendu. La propriété du lac était une bâtisse basse en cèdre, que mon grand-père avait érigée sur 40 ans, pièce par pièce, de la façon dont certains hommes bâtissent une vie. J'y suis allé en voiture, le lendemain de la lecture, pour commencer à trier leurs affaires, parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'en charge, et que je ne supportais pas l'idée que des étrangers le fassent. L'eau poursuivait sa routine vespérale à mon arrivée, clapotant contre les pilotis du quai, dans ce rythme lent et patient, au son duquel je m'endormais, étant enfant. La lavande de ma grand-mère fleurissait encore, le long de la balustrade du porche, devenue un peu sauvage en son absence. Je suis resté là, un long moment, et j'ai laissé son parfum me bouleverser. À l'intérieur, la maison sentait le cèdre et le vieux café. L'horloge mécanique dans le couloir, l'horloge de grand-père, jumelle de celle qu'il m'avait offerte, continuait son tic-tac, fidèle, comme si elle n'avait pas appris la nouvelle. Je l'ai remontée, comme il me l'avait enseigné. Ensuite, j'ai parcouru les pièces, et je me suis autorisé à pleurer. Enfin, d'une manière dont je n'avais pas été capable de le faire, devant qui que ce soit. Et, quelque part entre son établi et la cuisine de ma grand-mère, j'ai pris une décision. Je n'allais pas laisser cette demeure devenir un objet, pour lequel il se battrait à distance. J'allais y vivre. J'abandonnerai mon appartement, je m'installerai ici, et je serai présente, parce que la présence représente les 9/10, quand il s'agit de conserver quoi que ce soit. J'ai commencé à rentrer des cartons de ma voiture, le soir même. J'en étais à la moitié de mon 3e trajet, quand j'ai aperçu ce bout de papier sur le comptoir de la cuisine, plié en 2, rédigé de l'écriture de ma mère, et glissé sous la porte, à un moment donné de la journée, pendant mon absence. Court et sec, de la manière dont ma famille aimait exprimer sa cruauté, suffisamment discret pour pouvoir le nier plus tard. Réunion de famille dimanche, sois présente. Ni une question, ni des condoléances, un ordre laissé dans la maison des morts, dans ce foyer qui était maintenant, légalement le mien. J'ai posé le carton que je tenais, et je suis resté parfaitement immobile. Je me suis rendu à la réunion du dimanche, parce que l'éviter ne ferait que la retarder, et parce que je voulais voir la tournure de ce qu'il manigançait. Elle s'est tenue chez mes parents, dans la salle à manger de réception, qu'ils utilisaient 2 fois l'an. Ils l'avaient aménagée, comme pour une négociation. Mon père en bout de table, ma mère à sa droite. Trevor, face à une chaise vide, qu'ils avaient laissée pour moi, à l'autre bout de la table. Bien entendu, Carole était assise dans un coin, avec son carnet juridique. Ils s'étaient manifestement concertés. C'est ma mère qui a pris la parole. Elle a exposé la situation avec douceur, de manière raisonnable, de la façon dont on explique quelque chose à un enfant un peu lent. L'argent serait géré par la famille. Une partie rembourserait le prêt qu'elle et mon père avaient contracté pour son projet immobilier, celui dont personne ne parlait pendant les fêtes.
Une autre portion aiderait Trevor et sa femme enceinte, avec leur nouvelle maison. La résidence du lac, a-t-elle ajouté, reviendrait naturellement à mon frère à temps pour les enfants, et le reste serait mis de côté. Elle a employé cette expression, comme si elle signifiait quelque chose. Puis, elle s'est penchée en avant, et a de nouveau adopté cette voix mielleuse. Cède-nous l'héritage, Avery, a-t-elle dit. Fais ce qui est juste. Nous y voilà. Toute la table m'a dévisagé. Mon père, avec une froide certitude. Trevor, avec une sorte de cupidité nerveuse. Ma mère, avec cette chaleur feinte, et larmoyante, utilisée comme une arme. Il s'attendait à ce que je cède. L'ancien Avery l'aurait fait, l'invité, la roue de secours. J'en ai même ressenti la tentation. Ce profond conditionnement familial, qui dicte que la paix vaut toujours plus, que la défense de son propre territoire. Je suis resté silencieuse un instant. Puis, j'ai prononcé la seule chose vraie que je possédais. Je dois d'abord lire une lettre. La pièce est devenue d'un calme absolu. Le sourire de ma mère a vacillé. Quelle lettre a-t-elle interrogé? Je me suis levé, j'ai boutonné mon manteau de la même façon que mon père, et je les ai laissés là, assis à leur pseudo-négociation, avec leur pseudo-plan, alors que l'atmosphère se glaçait. La campagne a commencé dès le lundi. Elle a débuté en douceur, comme ce genre de choses a coutume de le faire, avant de se durcir. Mon téléphone s'est illuminé de messages, provenant de proches dont je n'avais pas eu de nouvelles, depuis des années. Une tante que je connaissais à peine, m'a envoyé un paragraphe entier, expliquant à quel point grand-mère aurait voulu que la famille reste unie. Un cousin a envoyé de vieilles photos de moi enfant, au lac, légendé de visages en pleurs, comme si la nostalgie était un levier de persuasion. Ma mère a envoyé un verset biblique, portant sur la générosité. Trevor a fait parvenir une échographie, accompagnée d'une seule ligne, pense à lui. Aucun d'entre eux ne m'a demandé comment j'allais. Tous partaient du principe, que j'étais le problème à résoudre. J'ai tout de suite reconnu la manœuvre, car j'avais géré la logistique, pour des personnes dont le métier était d'exercer des pressions. Alors, j'ai fait ce que j'ai toujours fait, quand quelque chose clochait. J'ai constitué un dossier. J'ai fait des captures d'écran de chaque message, je les ai datés, classés dans un répertoire, et je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'étais pas encore en train de monter un dossier juridique. Je tiens à être honnête à ce sujet. Je n'étais pas un maître d'échecs, prévoyant 10 coups à l'avance. J'étais une femme en deuil, qui avait appris à ses dépens, que l'on ne gagne jamais, en réagissant face à ceux qui cherchent justement, à provoquer une réaction. Vous gagnez en gardant vos mains immobiles, et vos dossiers impeccables. J'ai préparé du café. J'ai remonté l'horloge. J'ai transporté une plus grande partie de mon existence vers la maison du lac, un voyage à la fois. Et chaque soir, je m'asseyais sur le quai, j'écoutais l'eau battre contre les pilotis, et je m'autorisais à ressentir, exactement deux choses à la fois. La perte de deux personnes qui m'aimaient, et la certitude lente et glaciale, que ceux qui partageaient mon sang, n'allaient pas s'arrêter, tant que quelqu'un ne les y obligerait pas. J'ignorais simplement encore, jusqu'à quel point ils étaient prêts à faire du bruit. Carole m'a appelé jeudi. Elle était assistante juridique, ce qui, dans ma famille, l'élevait au rang de général. Elle ne s'est pas embarrassée de chaleur humaine. Nous voulions te prévenir par courtoisie, a-t-elle annoncé, du ton d'une femme, qui n'avait jamais fait preuve de politesse de toute sa vie. La famille est prête à contester le testament. J'ai demandé sur quel motif. Abus de faiblesse, a-t-elle rétorqué. Deux personnes âgées et vulnérables, une petite fille en froid avec eux, qui débarque à la dernière minute, et s'en va avec le magot. Un jury voit cette histoire de manière très claire. J'ai failli rire. Je n'avais pas débarqué à l'improviste. On m'avait tenu à l'écart. Mais, je savais déjà à ce moment-là, que la vérité et le coût d'une contestation en justice, étaient deux choses bien distinctes. Un litige pourrait s'éterniser pendant 1 an. Il pourrait saigner la succession à blanc, avec les frais d'avocat. Il risquait de transformer les souhaits minutieux de mes grands-parents, en une lente guerre d'usure. C'est sur cela que comptait Carole. Elle pariait sur le fait, que la procédure judiciaire m'effraierait. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que j'avais passé toute ma carrière au cœur des procédures, et qu'elle ne me terrifiait pas, de la façon dont elle terrifiait les autres. C'est alors qu'elle a commis son erreur. Elle s'est impatientée, et les personnes impatientes commettent toujours des indiscrétions.
Écoute, a-t-elle fait en baissant la voix. Ta mère a besoin que cela soit réglé, avant que la banque ne s'en prenne à elle. Alors, soyons tous raisonnables. Elle s'est reprise une demi-seconde trop tard, avant que la banque ne s'en prenne à elle. Je l'ai noté. J'ai remercié ma tante pour ce signalement de courtoisie, d'une voix aussi plate que la sienne. Et j'ai raccroché, restant assise un long moment, à ressasser cette unique phrase. Ma mère n'était pas seulement avide. Ma mère était en train de se noyer. Et, les gens qui se noient ne lâchent pas prise. Ils vous entraînent au fond avec eux. J'ai appelé Walter le lendemain matin. Je ne l'ai pas appelé en pleurant. Je l'ai contacté de la même manière que j'appellerais un fournisseur avec une liste de commandes. Il a décroché à la deuxième sonnerie, et a écouté l'intégralité du récit, sans m'interrompre, la menace d'abus de faiblesse, la gaffe de Carole à propos de la banque, la réunion de dimanche. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un moment. « Laissez-moi vous tranquilliser l'esprit », a-t-il déclaré. Il m'a tout expliqué en détail. Le testament était aussi solide qu'un testament puisse l'être. Il l'avait rédigé lui-même. 2 témoins impartiaux. Une vidéo de la signature. Une lettre d'un médecin, datée du même jour, confirmant que vos grands-parents comprenaient exactement ce qu'ils faisaient. Une accusation d'abus de faiblesse doit être prouvée, a-t-il précisé. Et la charge de la preuve leur incombe, pas à vous. Ils n'ont rien d'autre que leur ressentiment. J'ai demandé ce qu'ils pouvaient réellement entreprendre. Ils peuvent déposer une requête, a-t-il répondu. Ils peuvent faire du bruit. Ils peuvent dépenser leur propre argent pour faire ce bruit. Puis il a marqué une pause. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Votre grand-père a ajouté une clause, une disposition de non-contestation. Je lui ai demandé ce que cela signifiait, en termes simples. Cela signifie, a expliqué Walter, que quiconque conteste ce testament, et perd sa cause, renonce à tout ce que vos grands-parents lui ont légué. Je me suis redressé. Ils leur ont laissé quelque chose? Une somme symbolique, a-t-il dit. 20 000 € chacun, pour votre père, votre mère, et votre frère. Raymond y a tenu absolument. Il a dit que c'était un test. J'ai noté chaque mot. Un test. Mon grand-père, décédé dans un champ aux abords d'Asheville, avait voyagé dans le temps, et tendu un petit piège silencieux, appâté avec exactement le genre de somme d'argent, que ma famille ne pourrait pas ignorer. Je ne me suis pas sentie triomphante. J'ai ressenti quelque chose de plus étrange. Je me suis sentie comprise. Il les connaissait. Il me connaissait. Et il m'avait fait confiance, pour faire preuve d'assez de patience pour que cela fonctionne. Avant de raccrocher, j'ai posé à l'avocat la question autour de laquelle je tournais. Pourquoi moi? Pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas adoucir les choses? Pourquoi remettre une fortune à une seule petite fille, et allumer un incendie sous toute la famille? Il est resté silencieux à nouveau, de cette façon qu'il avait, lorsqu'il décidait de ce qu'il allait dévoiler. Vos grands-parents parlaient énormément de vous, a-t-il fini par révéler. Bien plus que vous ne le soupçonnez. Il m'a confié qu'ils avaient remarqué des choses. La remise des diplômes à laquelle personne n'a assisté. Celle dont Joanne n'a entendu parler qu'après coup, et pour laquelle elle a pleuré. Les appels téléphoniques, où Gérald parlait de vous, comme d'un problème dont il était fatigué. Ce repas de Thanksgiving, où vous êtes rentré en permission, et où votre père vous a qualifié d'invité, et où vous avez souri, et aidé à faire la vaisselle malgré tout. Ils l'ont couché sur le papier. Walter a précisé que ce n'était pas pour l'utiliser contre qui que ce soit. Joanne tenait un journal. Raymond conservait des lettres. Ils voulaient garder une trace de ce qu'ils avaient observé, au cas où quelqu'un prétendrait un jour que cela n'avait jamais existé. J'ignorais tout cela. J'avais passé des années à croire que mes aïeux avaient simplement un faible pour moi, de la manière dont on a un faible pour un animal errant. Mais ils avaient observé tout ce temps. Et ils avaient compris la véritable nature de ma famille, bien mieux que je ne me l'étais moi-même autorisé. Il y a aussi la lettre, m'a rappelé le notaire. La lettre de Joanne. Vous ne l'avez pas encore lue, n'est-ce pas? J'ai admis que je ne l'avais pas fait. Je lui ai dit la vérité, qui était que j'en avais peur. Une part de moi n'était pas prête à être aimée sur le papier, par 2 personnes que je ne pourrais plus jamais enlacer. Walter a laissé cette confession en suspens.
Lisez-la quand vous le pourrez, a-t-il murmuré doucement. Elle l'a écrite pour la femme que vous êtes, et non pour la fille qu'ils ont essayé de faire de vous. Ensuite, il m'a souhaité une bonne nuit, la ligne est devenue silencieuse, et l'horloge dans le couloir a continué son tic-tac. Ils sont venus au lac un samedi, sans y avoir été conviés, pendant que j'étais sorti à la coopérative. Je suis rentré, pour trouver le pick-up de mon père dans l'allée, et eux deux, Gérald et Trevor, arpentant la propriété, tels des évaluateurs. Ils avaient un mètre ruban. Ils avaient sorti un téléphone, et prenaient des photos du ponton, du hangar à bateau, et de la vue. Ils avaient marché droit à travers les plans de lavande de ma grand-mère, pour obtenir un meilleur angle, en écrasant toute une section dans la boue, et son odeur brisée, flottait dans l'air comme une lamentation. Je me suis garé, et je suis descendu lentement. Mon père n'a même pas eu la décence, d'avoir l'air surpris en faute. On se fait juste une idée des lieux, a-t-il déclaré, pour l'estimation. J'ai demandé qui les avait laissés entrer. C'est la maison de famille, Avery. Et c'était reparti. Ce mot famille, utilisé comme un passe-partout, qui ouvrait n'importe quelle porte, sauf la mienne. Trevor refusait de croiser mon regard. Il continuait de prendre des mesures. Mon père est monté sur le porche de mon grand-père, et s'y est tenu, comme s'il décidait déjà de ce qu'il allait démolir. Cela aurait dû revenir à la famille, a-t-il répété pour la deuxième fois, plus doucement, presque pour lui-même, telle une prière usée par le temps. Je leur ai signifié à tous les deux, d'un ton neutre, qu'ils devaient partir. Mon père m'a observé un instant, surpris, peut-être, de découvrir que l'invité de passage avait une voix. Puis, il a haussé les épaules, et s'est dirigé vers sa camionnette. Trevor s'est attardé. Tu n'habites même pas ici, a-t-il marmonné. Et puis, jetant un coup d'œil au carton de mes affaires empilées derrière la fenêtre de devant, il a rougi, car il a bien vu que c'était désormais le cas. Ils sont partis. Je suis rentré, tremblant légèrement, et, sur le comptoir de la cuisine, là où se trouvait auparavant le mot de ma mère, mon père avait laissé quelque chose de nouveau, la carte de visite d'un agent immobilier, appuyée contre la salière, comme un drapeau planté sur un territoire dont ils avaient déjà décidé qu'il leur appartenait. Ce soir-là, j'ai enfin lu la lettre. Elle patientait dans la vieille Bible de ma grand-mère, celle en cuir qu'elle gardait sur sa table de chevet, pliée une fois, et pressée à plat entre les fines pages des psaumes, exactement là où Walter m'avait dit qu'elle l'avait glissée. Son écriture était devenue tremblante au cours de ces dernières années, mais c'était incontestablement la sienne, avec les mêmes boucles, qui avaient signé mes cartes d'anniversaire, depuis 34 ans. Je me suis assise au bord de son lit, et je l'ai lu à la lueur de la lampe, avec le parfum de la lavande pénétrant par la fenêtre ouverte, et l'horloge faisant tic-tac au bout du couloir. Elle n'a pas gaspillé ses mots. Elle m'a écrit qu'elle m'aimait. Et, ensuite, elle m'a expliqué pourquoi elle me faisait confiance. Et ce pourquoi, était une liste de petites choses que j'avais oublié avoir accomplies. Tu as réparé le ponton l'été de tes 14 ans, a-t-elle écrit, toute seule, en 2 jours, et tu n'en as jamais parlé à personne, ni demandé de remerciements. Elle a évoqué le fait que je leur envoyais une carte à chaque Noël, peu importe où l'armée m'avait envoyé, même les années où personne d'autre ne se souvenait de leur anniversaire de mariage. Elle a couché sur le papier, tu es la seule qui ne nous ait jamais rien réclamé. C'est ainsi que nous avons su. Et puis, vers la fin, cette ligne qui a atteint mon cœur, pour signifier. Utilise cet argent, d'une manière dont nous serions fiers, a-t-elle rédigé. Tu sauras ce que cela signifie. Ne laisse personne te dire que la famille se limite aux gens qui portent le même nom. La famille, ce sont les personnes qui ne t'obligeraient jamais à prouver que tu es des leurs. Je l'ai lu 3 fois. La première fois, j'ai pleuré. La deuxième fois, j'en ai compris le sens. La troisième fois, j'ai senti quelque chose s'ancrer en moi. Dur et clair, comme un chargement qui trouve son point d'équilibre, sur un camion. Il ne m'avait pas légué une fortune. Il m'avait confié une mission. Et quoi que je décide de faire avec 40 millions d'euros, je savais désormais, que je n'allais pas les remettre à des gens, qui avaient piétiné sa lavande, simplement pour mesurer une vue. J'ai plié le document, les replacé au milieu des psaumes, et j'ai éteint la lampe. La semaine suivante, Walter et moi nous sommes assis dans son bureau, et avons passé en revue l'ensemble de la route à venir, étape par étape, comme je le faisais autrefois, lors des briefings de ravitaillement. Il m'a exposé le processus d'homologation comme on déploie une carte.
Le testament serait déposé et validé par le tribunal. En tant qu'unique héritière, je serais tenue d'en informer les autres héritiers potentiels, ce qui signifiait que ma famille recevrait une notification officielle, que cela leur plaise ou non. La succession serait réglée par étapes, selon le calendrier du tribunal, et non le mien, ni le leur. L'horloge sur son mur faisait tic-tac pendant qu'il parlait, et j'ai trouvé cela apaisant. La procédure, j'en ai pris conscience, prendrait exactement le temps qu'il faudrait, et aucune vocifération de ma famille ne pourrait l'accélérer ou l'interrompre. C'était la chose qu'ils ne comprenaient pas, à propos des personnes comme moi. Ils prenaient la patience pour de la faiblesse. J'avais appris que la patience, lorsqu'elle est correctement appliquée, est une arme qui ne s'épuise jamais. J'ai posé à Walter l'unique question qui importait, s'il dépose le recours, que devrais-je faire? Rien de dramatique, m'a-t-il rassuré. Vous défendez le testament, qui se défend très bien tout seul, et vous laissez la clause de non-contestation accomplir son travail silencieux. J'y ai réfléchi. Si je les suppliais de ne pas poursuivre, ils le feraient. Si j'essayais d'acheter la paix, en leur cédant une part, je trahirais la lettre de ma grand-mère, et j'enseignerais à ma famille que la pression fonctionnait. Mais si je restais simplement ancré sur un terrain juridique solide, en les laissant s'acharner contre le mur érigé par mon grand-père, ils s'y briseraient les dents, et perdraient même le bol qu'il leur avait laissé. Donc, je ne les combats pas, ai-je conclu lentement. Je dois juste être aussi patiente que la justice l'est. Walter a failli sourire. Votre grand-père a prononcé des mots très similaires. Il me les a dit, le jour de la signature. Ils ont déposé leur plainte 11 jours plus tard. Carole l'a rédigé. Ma mère l'a fait avancer. Et mon père a apposé sa signature, au bas d'une requête affirmant que ses propres parents avaient été manipulés par leur petite fille, pour trahir leur fils unique. J'ai reçu la notification, le même jour que l'avocat. Je l'ai lu debout près du comptoir de la cuisine, et j'ai ressenti un calme étrange et triste. Ils étaient passés à l'acte. Ils avaient marché droit dans le mur, persuadés qu'il s'agissait d'une porte. Le recours regorgeait de termes tels qu'isolement, vulnérabilité, et timing suspect. Aucun d'entre eux ne résisterait au visionnage d'une vidéo, montrant deux personnes lucides en train de signer dans le bureau d'un avocat, avec un médecin à leur côté. Mais ils ignoraient l'existence de cet enregistrement, et ils n'avaient pas compris la clause. Cet après-midi-là, ma mère m'a envoyé un message, qui s'est avéré être le plus mielleux à ce jour, ce qui m'a indiqué qu'il pensait avoir obtenu un moyen de pression grâce à la procédure. Nous ne voulons pas que les choses tournent mal, a-t-elle écrit. Transfère-nous la propriété, et nous abandonnerons les poursuites. Nous pourrons tous tourner la page. Cède-nous l'héritage. Fais ce qui est juste. La même rengaine, habillée pour une saison différente. Je ne lui ai pas répondu. J'ai transféré le texto à Walter, je l'ai daté, et je l'ai joint au dossier. Je veux que vous compreniez, que je n'éprouvais aucune joie là-dedans. Ce n'étaient pas des inconnus. L'homme qui avait paraphé ce document, m'avait porté sur ses épaules quand j'étais petite, avant de décréter que j'étais une déception. La femme qui m'envoyait des messages, pour m'avertir que les choses allaient tourner mal, m'avait tressé les cheveux pour l'école. Mais ils avaient fait leur choix en toute conscience, et la loi n'allait pas faire d'exception, sous prétexte que nous avions partagé un repas de Thanksgiving. Je me suis servi une tasse de café, j'ai remonté l'horloge, et j'ai patienté. Ma mère est venue seule au lac, 3 jours après l'assignation, à la tombée de la nuit. J'ai failli ne pas la reconnaître. La chaleur calculée avait disparu, et ce qu'il en restait, c'était une femme fatiguée, emmitouflée dans un manteau trop fin pour le vent glacé du lac. Elle n'a pas vraiment frappé, elle est simplement apparue sur le perron, et quand j'ai ouvert la porte, son visage affichait une émotion que je ne lui connaissais pas. C'était de la terreur. Puis-je m'asseoir, a-t-elle demandé. Nous avons pris place sur les marches, sans nous toucher, avec le parfum meurtri et doux de la lavande, flottant entre nous. Et elle m'a finalement dit la vérité, dans toute son ampleur. Son projet immobilier avait fait faillite. Elle avait hypothéqué sa propre maison pour le financer, persuadée que l'héritage comblerait le trou. La banque s'apprêtait à saisir ses biens. Je vais tout perdre, Avery, a-t-elle avoué, et sa voix s'est brisée sur le dernier mot, d'une manière qu'aucune comédie n'aurait pu imiter. L'espace d'un instant, je n'ai pas vu un monstre. J'ai vu une femme terrifiée, qui avait misé toute son existence, sur un magot qui ne lui avait jamais appartenu, et qui avait perdu. J'ai fortement ressenti la vieille tentation.
Celle qui murmure, répare ça. Fais la paix. Donne-leur ce qu'ils veulent, et la peur s'en ira. Je me suis autorisé à l'éprouver. Puis, je l'ai laissé s'évanouir. Je suis désolé que tu sois effrayé, ai-je murmuré. Je le pense vraiment. Je ne céderai pas la maison, mais assieds-toi, et discutons de ce à quoi une aide véritable pourrait ressembler. Pendant une seconde, ses yeux ont brillé de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ensuite, elle a entendu la partie qui ne l'arrangeait pas, celle où je campais sur mes positions, et son visage s'est durci, pour redevenir la mère que j'avais toujours connue. Tu as toujours cru que tu valais mieux que nous, a-t-elle cinglé, puis elle s'est levée, et s'est dirigée vers son véhicule. 3 jours plus tard, le camion de déménagement a débarqué. Mais avant de parler du camion, je dois vous révéler ce que j'ai décidé, car cette décision est le véritable cœur de cette histoire, bien plus que n'importe quelle révélation. Après le départ de ma mère ce soir-là, je me suis assise sur le quai jusqu'à l'apparition des étoiles, et je me suis remémoré la lettre de ma grand-mère. Utilise cet argent d'une manière dont nous serions fiers. Tu sauras ce que cela signifie. Et, je le savais en effet. Je l'avais compris, peut-être, depuis la première fois où Walter avait prononcé ce montant à voix haute. Et j'ai pensé au ponton, au pain, et à ces 2 êtres, qui ne m'avaient jamais obligé à prouver, que je faisais partie de leur famille. Je n'allais pas thésauriser 40 millions d'euros. Et je n'allais certainement pas les donner à des gens qui allaient les dilapider, en épongeant un mauvais prêt, et en achetant une plus grande demeure. J'allais accomplir la chose même que mes aïeux avaient suggérée, à travers chaque acte de bonté silencieuse de leur existence. J'allais construire quelque chose, une fondation, un fonds de soutien pour les anciens combattants, de retour dans une ville, qui ne savait pas toujours quoi faire d'eux. Mais aussi pour les personnes âgées de cette commune, qui ne parvenaient plus à réparer leur propre toit. Et pour les gosses comme celles que j'avais été, qui avaient besoin d'un endroit, où quelqu'un attendrait patiemment la réponse, en leur demandant comment s'était passée leur journée. Je garderai la maison du lac, non pas comme un trophée, mais pour en faire le siège de ce projet. Le porche de mes grands-parents appartiendrait à l'ensemble de la communauté, qu'ils avaient aimé silencieusement, pendant 60 ans. J'ai entériné cette décision sur ce ponton, et j'ai perçu le faible tic-tac de l'horloge de grand-père par la fenêtre entr'ouverte, qui semblait sceller ce choix. Si ma famille voulait savoir ce que j'allais faire de cet héritage, ils étaient sur le point de le découvrir. Tout comme le reste de la ville. Je n'ai pas attendu que ma famille passe à l'action. J'ai pris les devants. Le lendemain de la visite de ma mère, j'ai appelé Walter, et je lui ai signifié que je voulais que tout soit correctement et officiellement verrouillé. Nous avons donc accompli ce travail ingrat, qui permet de remporter des victoires. Nous avons soumis le testament pour homologation, dès que le délai de carence l'a permis. Une fois que le tribunal a validé le document, Walter, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a fait enregistrer au comté le transfert de la propriété, qui m'avait été nommément léguée, afin que la question de savoir qui y avait droit, cesse d'être une vague impression discutable. Pour devenir un fait juridique, visé par un greffier. Nous avons rassemblé le dossier de défense contre leur requête, la vidéo de la signature, les dépositions des 2 témoins, le certificat médical, le journal intime de ma grand-mère, et les notes manuscrites de mon aïeul. J'ai fait des copies, puis des copies de ces copies, et j'ai gardé un jeu propre dans une chemise, que je pouvais tenir d'une seule main. J'avais dirigé des convois de ravitaillement, avec bien moins de paperasse. Ensuite, j'ai posé à l'homme de loi la question, qui me taraudait depuis que la carte de visite de l'agent immobilier était apparue près de ma salière. Que se passera-t-il, s'il essaie de me déloger de force? Il a ôté ses lunettes. Légalement, la maison vous appartient, a-t-il dit. Le testament a été admis, les transferts de titres ont été entérinés, et de toute façon, la jouissance du bien vous revient, le temps que la succession soit réglée. S'ils se présentent et tentent de vous expulser eux-mêmes, ce n'est pas une procédure légale. Avery. Il n'y a pas de décision de justice. Il n'y a aucun fondement. C'est de la violation de domicile. Et, selon la manière dont ils s'y prennent, ce sera bien pire que ça. Je lui ai demandé de coucher cela par écrit, sous la forme d'une injonction claire de cesser et de s'abstenir, prête à être remise à quiconque aurait besoin d'un rappel, concernant les terres sur lesquelles il se trouvait. Il a promis de l'avoir prête dans la semaine. Je suis retourné au lac ce soir-là, et, pour la première fois depuis la catastrophe aérienne, j'ai dormi d'une traite jusqu'au matin. Non pas parce que j'avais déjà gagné quoi que ce soit, mais parce que j'avais accompli ma part du travail,
de la même façon que mes aïeux avaient fait la leur. Et maintenant, il ne restait plus qu'à laisser les gens me montrer qui ils étaient véritablement. Trevor m'a téléphoné la veille du point culminant de cette affaire. Et pour une fois, il n'avait pas l'air arrogant. Il semblait acculé. « Avery, je t'en prie », a-t-il imploré. Et ce « je t'en prie » a résonné étrangement à mes oreilles, un mot dont je ne me souvenais pas, qu'il ait un jour utilisé envers moi. Il m'a raconté ce que j'avais déjà à moitié deviné. Lui et sa femme avaient contracté un prêt, un vrai, en misant sur l'avenir. Parce que, pendant des années, toute la famille lui avait martelé que la maison du lac lui reviendrait pour ses enfants, une promesse répétée à l'occasion de suffisamment de jours de fête, pour qu'il cesse de l'entendre comme un souhait, et commence à la percevoir comme un acte de propriété. Il avait rénové leur appartement. Il avait avancé de l'argent qu'il n'avait pas, sur la base d'une promesse, que personne n'avait le droit de faire. Le bébé arrive dans 6 semaines, a-t-il dit. Tu ne vis même pas ici, Avery. Mais cette fois-ci, la vieille rengaine est sortie toute petite, toute effrayée, non pas comme une accusation, mais presque comme une supplication, comme si, me rappeler que j'étais une étrangère en ces lieux, allait me faire me sentir assez coupable, pour réparer son existence. J'avais de la peine pour lui. Vraiment. Il avait 30 ans, et il avait bâti son avenir sur une simple phrase, que d'autres lui avaient servi. Trevor, ai-je chuchoté, aussi doucement que possible. Je ne t'ai jamais promis cette maison. Si. Ils t'ont promis quelque chose, qu'il ne leur appartenait pas de donner. Il s'est tu. Je pouvais entendre sa femme, quelque part derrière lui. Je lui ai assuré, qu'il y aurait peut-être un chemin possible un jour, un vrai chemin, mais pas comme ça. Pas avec une procédure judiciaire, et un camion de déménagement. Il n'a pas semblé entendre cette partie du message. Il a seulement compris, que je n'allais pas simplement céder l'héritage. Et la ligne est devenue silencieuse, puis a coupé. J'ai posé le téléphone. J'ai su, à ce moment précis, qu'ils allaient pousser le bouchon, jusqu'à se cogner contre le mur érigé par mon grand-père. Et, je savais pertinemment que le mur tiendrait bon. Je détestais simplement l'idée, qu'ils allaient le découvrir à leurs dépens. L'ultimatum est arrivé sous la forme d'une lettre, remise en main propre, écrite en majuscules carrées, typique de l'écriture d'ingénieur de mon père. Il avait toujours préféré le papier à la conversation. Le mot était concis et plein de certitude, de la façon dont les hommes sont certains de leur bon droit, quand on ne leur a jamais dit non dans leur propre famille. Je devais libérer la propriété du lac pour dimanche. Si je ne le faisais pas, ils se chargeraient, selon ses propres mots, de m'expulser eux-mêmes, et laisseraient les tribunaux s'arranger avec les conséquences. Ils prenaient le problème à l'envers, bien sûr. Ils pensaient que la possession physique constituait les 9/10 de la loi, et que, s'ils se contentaient de jeter mes affaires sur la pelouse pour y installer Trevor, les juges hausseraient les épaules, et accepteraient le fait accompli. Ils ne comprenaient pas qu'un acte notarié, se moque éperdument de savoir qui dort dans la bâtisse. Ils ne saisissaient pas, que l'on ne peut pas expulser un propriétaire légitime. Il a terminé sa missive, comme il terminait tout le reste, avec cette phrase qu'il avait usée jusqu'à la corde, cela aurait dû revenir à la famille. C'était la 3e fois que je l'entendais ou que je la lisais, et elle avait cessé de me blesser, aux alentours de la 2e. C'était presque devenu informatif. Chaque fois qu'il la prononçait, il me disait exactement à quel point sa vision de la parenté était étriquée, comment elle était entourée d'une clôture, et comment je m'étais toujours tenu du mauvais côté de cette barrière dans son esprit. Peu importe le nombre de cartes de Noël que j'avais envoyées. J'ai relu le document à 2 reprises, sans éprouver la moindre peur. J'ai ressenti cette étrange clarté, qui m'envahissait autrefois avant une longue opération militaire, lorsque la planification était achevée, et qu'il ne restait plus que l'exécution. Dimanche. Ils avaient fixé le jour eux-mêmes. Ils m'avaient indiqué quand ils viendraient, par quels moyens, et avec quelles intentions, sans se douter une seule seconde, qu'ils venaient de m'offrir la seule chose qu'un officier de logistique apprécie par-dessus tout, un préavis. Je n'ai pas planifié une confrontation. Je veux être clair à ce sujet, car il serait très facile de me faire passer pour un général tendant une embuscade. J'ai simplement organisé mon dimanche. Je l'ai organisé comme je prévoyais tout le reste, en travaillant à rebours depuis l'instant crucial, et en m'assurant que les bons éléments se trouveraient au bon endroit, et au bon moment. Premièrement, les documents. J'ai préparé un dossier irréprochable, l'acte de propriété enregistré et tamponné par le comté, le testament,
la vidéo de la signature sur une clé USB, le certificat du médecin, et la mise en demeure rédigée par Walter, portant déjà le nom de mon père. Deuxièmement, Walter en personne. Je l'ai appelé pour lui demander s'il serait prêt à être présent le dimanche matin, non pas en tant qu'avocat faisant un scandale, mais tout bonnement en tant qu'exécuteur testamentaire, se tenant là où il avait le droit absolu de se trouver. Il a répondu qu'il ne manquerait cela pour rien au monde. Troisièmement, et c'est la partie sur laquelle j'ai le plus longuement réfléchi, j'ai téléphoné au bureau du shérif local. Je ne leur ai pas demandé d'arrêter qui que ce soit. Je leur ai expliqué la simple vérité, à savoir que j'étais la propriétaire déclarée d'un bien immobilier, que des membres de ma famille avaient formulé une menace écrite, visant à m'expulser de force ce dimanche-là, et que je souhaitais la présence d'un adjoint pour maintenir l'ordre, car une foule, couplée à un camion de déménagement et à un litige de propriété, représentait exactement le genre de cocktail qui tournait au vinaigre. La standardiste a pris ma demande très au sérieux. Elle m'a assuré qu'un agent ferait le déplacement, et ce fut tout. Aucun piège, aucune ruse, aucun discours habile répété devant un miroir. Juste la loi, silencieusement disposée à attendre dans mon allée, lorsque mes proches arriveraient pour l'enfreindre. J'ai passé la soirée de samedi à nettoyer la maison, à remonter l'horloge, et à arroser ce qu'il restait de la lavande de ma grand-mère. Ensuite, j'ai préparé du café pour le lendemain matin, j'ai déposé le dossier près de la porte, et je suis allé me coucher. Le dimanche approchait. J'avais l'intention de l'affronter debout. Je n'ai pas beaucoup dormi lors de cette dernière nuit, mais ce n'était pas la peur qui me maintenait éveillé. C'était la maison. Je me suis assise sur le ponton après minuit, avec une couverture et une tasse de café froid, et j'ai laissé l'endroit m'enlacer une fois de plus, avant que ce dimanche ne dévoile ce qu'il me réservait. L'eau s'agitait contre les pilotis dans l'obscurité. Ce même clapotis patient, ce son dont mon grand-père disait qu'il pouvait tout vous enseigner sur la persévérance, pour peu qu'on l'écoute assez longtemps. La lavande, ou du moins ce qu'il en survivait, exhalait sa douceur dans l'air frais, et, par la fenêtre ouverte dans mon dos, je pouvais tout juste entendre l'horloge égrener les dernières heures, régulières comme un battement de cœur. 3 choses que mes grands-parents avaient chéries, l'eau, les fleurs, et le temps. J'avais passé les étés de mon enfance baigné dans ces 3 éléments, sans me douter un seul instant, qu'ils constituaient un héritage bien plus réel, que n'importe quel chiffre que Walter pourrait lire à voix haute. J'ai repensé à la lettre de ma grand-mère. J'ai repensé à mon aïeul, signant son test silencieux 2 ans avant sa mort, confiant dans le fait que l'un de nous aurait la patience nécessaire pour le laisser porter ses fruits. J'ai songé à la clôture de mon père, aux côtés duquel je m'étais toujours tenu, et à la façon dont j'avais cessé, au cours des dernières semaines, de vouloir qu'on m'ouvre la porte. Je n'avais plus besoin de leur portail. Je possédais un lac tout entier. Je ne suis pas une femme qui prie. Je n'ai jamais appris à le faire, et l'armée ne me l'a pas enseigné. Alors, cette nuit-là, j'ai simplement écouté le clapotis de l'eau, laissé l'horloge faire son ouvrage, et laissé la lavande murmurer, ce que la lavande murmure d'ordinaire. Vers 3 heures du matin, je suis rentré, et je me suis allongé. Le dossier patientait près de la porte. Le café était prêt. Et le dimanche, quand il a pointé le bout de son nez, gris et immobile au-dessus de l'eau. Ils sont arrivés à 9 heures, en un petit convoi. De la manière dont vous débarquez dans un endroit, dont vous avez déjà décidé, qu'il vous appartient. En tête, la camionnette de mon père, suivie d'un camion de déménagement de location, un gros modèle, dont le moteur diesel faisait trembler la tranquillité matinale. Ensuite, la voiture de ma mère, et derrière elle, celle de Carole, suivie d'un ou 2 cousins, qu'ils avaient amenés en guise de témoins, de la même manière que vous prenez des témoins, quand vous souhaitez officialiser une action. Ils se sont garés sur la pelouse en travers, sans aucun égard pour elle. Mon père est descendu le premier, et s'est planté là, inspectant la propriété comme un entrepreneur, qui arrive sur un chantier. Trevor a sauté du camion de déménagement, refusant de regarder la bâtisse, refusant de croiser mon regard. Ma mère a remonté la pelouse, le menton pointé en avant. La terreur affichée quelques jours plus tôt sur les marches du porche, avait été rangée quelque part, remplacée par la certitude fragile, d'une femme qui n'a plus aucune porte de sortie. Carole tenait son bloc-notes jaune. Les cousins restaient en retrait, près des véhicules, déjà mal à l'aise. Quant à moi, je me tenais sur le porche de mon grand-père, ma tasse de café à la main, sans me presser outre mesure. Ma mère a atteint la première marche, a levé les yeux vers moi, et a tiré directement avec cette même phrase, parce qu'elle avait toujours fonctionné avec moi par le passé.
Cède-nous l'héritage, Avery, a-t-elle ordonné. Fais ce qui est juste. Mon père a gravi les marches en la dépassant, pour monter directement sur le porche, traversant la toute dernière parcelle vivante de la lavande de ma grand-mère pour y parvenir, l'écrasant sous ses belles chaussures du dimanche, sans l'ombre d'un scrupule. Il s'est arrêté à une trentaine de centimètres de moi, utilisant sa taille pour m'intimider, comme à son habitude. Nous avons fini d'attendre, a-t-il lancé. Prends tes affaires. Et, j'ai observé son visage, prêt à lui répondre, lorsque ses yeux se sont posés au-delà de moi, vers le côté de la maison, en direction de ces deux individus, qui venaient d'apparaître silencieusement à l'angle du bâtiment, où ils patientaient, et mon père s'est tu brutalement. Toute la cour avant s'est immobilisée. Même le camion de déménagement a semblé retenir son souffle. La première personne à sortir de l'ombre fut Walter Aurin, dans son costume gris du dimanche, se déplaçant avec une lenteur assurée, le dossier de succession sous le bras. La seconde était un agent en uniforme du bureau du shérif, les pouces accrochés à son ceinturon, sans aucune précipitation. La bouche de mon père était restée à moitié ouverte, suspendue à la fin d'une phrase, qu'il ne termina jamais. La main de ma mère s'est portée à sa poitrine. Le stylo de Carole a interrompu sa course. J'ai posé mon café sur la rampe, j'ai ramassé la chemise cartonnée que j'avais laissée près de la porte, et j'ai descendu les marches, pour les rejoindre sur l'herbe, là où tout le monde pouvait nous voir. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai découvert que ce n'est, la plupart du temps, jamais nécessaire. Voici Walter, l'exécuteur testamentaire de cette succession, ai-je annoncé. Et voici l'adjoint Reyes, du comté. Je leur ai demandé à tous les deux d'être présents. Ensuite, j'ai tendu le dossier à mon père. Il ne l'a pas pris. Alors, je l'ai maintenu tendu, jusqu'à ce que le silence pesant l'oblige à s'en saisir. C'est l'acte de propriété de l'exécuteur, concernant cette résidence, ai-je précisé. Walter l'a fait enregistrer auprès du comté, une fois que le tribunal a homologué le testament à mon nom. Ceci est le testament. Voici le certificat du médecin, et là, c'est une vidéo de tes parents en train de signer, enregistrée dans le bureau de Walter. Le policier a pris la parole à son tour, d'une voix calme et monocorde, typique d'un homme qui avait déjà mis fin à une centaine de querelles de ce genre. Cette propriété est légalement la sienne, messieurs dames, a-t-il déclaré. Il n'y a pas de décision de justice vous autorisant à intervenir ici. Toute tentative pour l'expulser, elle ou ses biens, constitue une violation de domicile, et je la traiterai comme telle. Le camion doit partir d'ici. Mais c'est Walter, qui a livré la tirade qui a coupé le souffle à chacun d'entre eux. Il a ouvert le classeur, en a sorti une simple page, et l'a levé bien haut, pour que mon père puisse admirer sa propre signature, au bas de la requête. Lorsque vous avez déposé votre contestation, a expliqué Walter presque avec douceur, vous avez foncé droit sur la clause d'intangibilité, que Raymond a intégrée à ce testament. Si vous maintenez votre action et que vous perdez, et croyez-moi, vous perdrez, puisque vous n'avez aucune preuve. Et qu'une vidéo vous accable, vous renoncerez au moindre centime, qu'il avait mis de côté pour vous. C'est un juge qui prononcera le dernier mot, Gérald. Mais vous n'avez pas mis cet héritage en jeu, lors d'une simple audience. Vous l'avez mis en péril. Le jour précis où vous avez paraphé ce document. Ma mère s'est précipitée pour arracher la feuille. Le bras de l'agent s'est levé sans se hâter, et l'a stoppé net dans son élan. C'est à ce moment-là que ma famille s'est effondrée, d'un seul coup. De la manière dont une chose vole en éclats, lorsque la pression sur laquelle elle reposait, n'a soudainement plus nulle part où s'échapper. Ma mère a commencé à hurler à propos d'avocats, et de mensonges. Sa voix s'est brisée pour atteindre des aigus, que je ne lui avais jamais connus. Toute sa chaleur calculée, s'était évaporée pour de bon. Mon père a viré à un rouge profond et menaçant, puis il a pointé un doigt rageur vers Walter, puis vers moi, et vers l'acte de propriété, crachant des mots incohérents sur les filles ingrates, et les droits d'aînesse volés. Trevor s'est assis directement sur les marches du porche, et a enfoui sa tête entre ses mains. Les cousins près des automobiles, ont commencé à reculer lentement vers leur véhicule, eux qui s'étaient portés volontaires pour assister à un triomphe, et non à cette débâcle. Quant à moi, je me tenais au milieu de ce chaos, parfaitement impassible, serrant mon dossier, et je ne ressentais pas le besoin, de jouer la moindre comédie. Mon père s'est finalement retourné contre moi, la voix éraillée, et a dégainé la seule arme, dont il ait jamais eu besoin. Cela aurait dû revenir à la famille, a-t-il beuglé. C'était la 4e fois,
et la dernière, et dans le silence qui a immédiatement suivi, avec le policier à mes côtés, la lavande écrasée sous ses chaussures, et l'horloge de grand-père tic-tacant doucement à travers la fenêtre ouverte, je lui ai donné la seule réplique que je lui réservais depuis le début. C'est bel et bien revenu à la famille, ai-je rétorqué d'un ton serein. C'est juste que tu n'as jamais été capable de voir de qui il s'agissait. Il n'a rien répondu. Il n'y avait rien à répondre. Je leur ai alors avoué la chose qui, je crois, les a blessés le plus cruellement, parce que c'était vrai, et parce que c'était gentil, et parce que la gentillesse était bien l'unique chose qu'ils n'avaient jamais espérée, de la part de l'invité de passage. Je leur ai révélé que j'avais été prête à les accueillir, que j'avais élaboré un plan, qui aurait fourni une aide véritable à ma mère, qui aurait permis à Trevor de voler de ses propres ailes, et qui aurait honoré la famille, d'une manière qui aurait perduré. Tu aurais pu gagner une sœur, ai-je glissé à mon frère, sans amertume. Au lieu de cela, tu as amené un camion. Walter a laissé les chiffres se charger du reste, car les chiffres représentaient le seul langage, auquel ma famille n'avait jamais accordé un crédit total. Il a tout exposé clairement, debout sur la pelouse, tandis que l'agent de police patientait près du camion de déménagement, pour s'assurer de son départ. Leur requête serait presque certainement rejetée. Ils n'avaient aucune preuve à fournir, et une vidéo les accablait. Les frais d'avocat qu'ils avaient déjà accumulés, devraient être réglés par leurs propres moyens, alors même que leur poche était bien vide. De plus, la clause de non-contestation impliquait que les 20 000 € que Raymond leur avait légués chacun, cette infime clémence qu'il avait glissée dans son test, serait définitivement perdue, à la minute où un magistrat se prononcerait contre eux. Et tout indiquait qu'un juge allait indubitablement leur donner tort. Ils étaient venus pour 40 millions, et ils repartaient avec encore moins que ce qu'ils possédaient en arrivant. Au milieu de tout cela, ma mère a saisi le mot de saisie immobilière, et sa combativité s'est envolée, en une fraction de seconde. Elle s'est assise sur la première marche, près de son fils, et, l'espace d'un instant, elle est redevenue la femme terrifiée du perron. « Je vais perdre la maison », a-t-elle murmuré dans le vide. Et voici la partie à laquelle j'ai le plus réfléchi, au cours du mois qui a suivi. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas pardonné. Pas exactement. Mais je n'ai pas exulté non plus. Je me suis accroupi près d'elle, et je lui ai chuchoté doucement, pour que les cousins n'entendent pas, que je n'allais pas renflouer son prêt, parce que l'éponger n'aurait fait que démontrer à tout le monde, que la technique du camion fonctionnait. Cependant, je lui ai donné un nom, celui d'un conseiller financier, un vrai, et le numéro d'un programme départemental, qui aidait les gens à se restructurer, avant que la banque ne sévisse. La pitié n'est pas de l'argent, lui ai-je soufflé. Mais ce n'est pas rien non plus. Elle ne m'a pas remercié. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Le policier a fait un signe de tête au chauffeur du camion, et le gros moteur diesel a toussé, puis a démarré. Et, un par un, les membres de ma famille sont remontés dans leur voiture, et sont repartis par où ils étaient venus. La semaine suivante, j'ai annoncé à la ville entière, à quoi allaient servir ces 40 millions d'euros. Je l'ai fait au centre communautaire, le petit bâtiment avec son mauvais chauffage, là où ma grand-mère organisait autrefois la collecte de Noël. Et je l'ai fait très sobrement, car c'était de cette manière que Raymond et Johan accomplissaient toutes choses. J'ai annoncé la création de la fondation Cranlake. L'argent ne dormirait pas sur un compte en banque, et il ne me servirait pas à m'offrir un train de vie plus luxueux. Il allait être mis au travail, des bourses d'études pour les enfants de cette commune, qui n'en comptaient pas beaucoup. Des réfections de toiture, et des rampes d'accès pour les anciens, qui avaient consacré 60 années à cette ville, et qui n'étaient plus en mesure de grimper à une échelle. Et surtout, un programme pour les anciens soldats de retour au pays, ceux qui revenaient dans une contrée qui les aimait, mais qui ne savaient pas toujours comment les aborder, de la même façon que personne n'avait tout à fait su comment me tendre la main. La bâtisse du lac en serait le cœur battant. Pas un musée. Pas un trophée. Un endroit avec une porte toujours ouverte, une immense table, et un porche, où quelqu'un attendrait inlassablement la réponse, lorsque l'on vous demanderait « Comment s'est passée ta journée ?» J'ai raccroché la photo de mes aïeux dans le couloir, près de l'horloge, afin que grand-père puisse toujours garder un œil sur l'heure, et que grand-mère puisse veiller sur la lavande, que j'avais passé tout un week-end à ramener à la vie. Les gens sont venus me voir par la suite. Certains avaient connu mes aïeux. D'autres avaient seulement eu vent de l'histoire, de la manière dont les ragots circulent, dans les petites bourgades. Quelques-uns d'entre eux ont versé des larmes. Et à travers tout cela,
la vieille horloge poursuivait son tic-tac régulier et patient, tout comme elle l'avait fait après l'accident, pendant la lecture du testament, et face au camion, égrenant un futur, que mes grands-parents avaient anticipé avec 2 ans d'avance. Pour s'assurer que j'aurais la persévérance de le bâtir. Ils ne m'avaient pas légué une fortune. Ils m'avaient confié une mission. Et, j'avais finalement compris ce que cela impliquait. La plainte a été rejetée 2 mois plus tard, lors d'une audience qui a duré moins d'1 heure. Ma famille n'a pas fait appel de ce non-lieu. Il n'y avait plus rien à contester, et plus aucun argent pour le faire. La clause d'intangibilité a fonctionné, exactement comme mon grand-père l'avait conçu, et les petits legs ont été reversés à la fondation, ce qui semblait juste, tel l'ultime rouage de son test, s'emboîtant à la perfection. Ma mère a perdu sa résidence cet automne-là. Je l'avais prévenue, et je lui avais fourni le nom et le numéro, mais elle n'a utilisé ni l'un ni l'autre. Et, j'ai fait la paix il y a bien longtemps, avec le fait que certaines personnes préfèrent se noyer en s'accrochant à leur fierté, plutôt que de nager vers une main, qu'elles ont décidé de haïr. Quant à mon père, je ne lui ai plus adressé la parole depuis l'altercation du perron. Et je ne m'attends pas à le faire. Sa barrière serait toujours la chose, derrière laquelle il périrait, et j'ai cessé d'essayer de l'escalader, le jour où j'ai réalisé que je possédais un lac tout entier. Cependant, Trevor m'a surprise. 3 semaines après la naissance de son bébé, un petit garçon, il m'a envoyé un message. Pas un long discours, juste « je suis désolé ». Je l'ai observé pendant un moment. J'ai repensé à ce petit « je t'en prie » l'effrayé au téléphone, à la manière dont il refusait de regarder la maison, et au fait qu'à 30 ans, on est largement assez vieux pour être plus avisé, mais encore assez jeune, pour apprendre de ses erreurs. Je ne lui ai pas répondu par un long paragraphe. J'ai écrit « Quand tu seras prêt à le penser sincèrement, tu sais où se trouve le lac. » Je n'ai pas encore eu de ses nouvelles, mais la porte est ouverte, comme ma grand-mère m'avait appris qu'une porte devait l'être, ni verrouillée, ni grande ouverte, juste déverrouillée, pour quiconque est prêt à faire l'effort, de la franchir. La fondation est une réalité désormais, avec un conseil d'administration, un budget, et une équipe de couvreurs, qui ne chôment pas. Le premier vétéran que nous avons placé dans un logement de transition, a obtenu son diplôme ce printemps. J'habite toujours dans la demeure du lac. Je continue de remonter l'horloge. Et les soirs d'été, je m'assois sur le quai, celui-là même que j'ai réparé à l'âge de 14 ans, sans jamais le dire à quiconque, et dont ma grand-mère a parlé. J'écoute l'eau se mouvoir contre les pilotis, avec lenteur et patience. Et pour la toute première fois de ma vie, je ne me sens plus l'invité de passage, nulle part. La bâtisse m'appartient. Le lac est mien. Et plus jamais personne ne m'obligera à prouver que je suis à ma place. J'ai appris, de façon rude mais durable, que la famille, ce ne sont pas les individus qui partagent votre sang ou votre patronyme. La parenté, ce sont ces êtres qui, jamais, ne vous demanderaient de prouver que vous en faites partie. Et à l'instant où vous saisissez cela, vous cessez de frapper à des portes, qui de toute façon, allaient toujours rester closes. Vous partez alors construire votre propre maison, avec une porte déjà ouverte. Voilà mon histoire. Un avion qui n'a jamais atterri, un camion qui a dû faire demi-tour, et une lettre pliée à l'intérieur d'une vieille Bible, qui m'a révélé avec exactitude qui j'étais, alors que ma propre famille avait passé des années, à me certifier le contraire. Si quelqu'un vous a un jour obligé à vous battre, pour être considéré comme un membre de sa famille, prenez ceci comme un signe, pour vous tenir debout, silencieusement et fermement, dans votre propre valeur. Partagez ce récit avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire, cliquez sur le bouton d'abonnement, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.